Bonjour à tous, bienvenue au webinaire organisé dans le cadre des rencontres extra de la protection sociale. Donc on va commencer par se présenter, je vous propose. Didier, souhaites-tu commencer par te présenter? Allez, je me présente, donc je suis Didier Kuhn, je travaille au groupement d'intérêt public modernisation des déclarations sociales que vous connaissez tous sous le nom de Net Entreprise et je suis là pour vous accompagner en apportant des éléments éventuellement techniques et pratiques sur la déclaration sociale nominative. Bonjour. Merci Didier. Hélène, je te laisse la parole. Bonjour à tous, moi je m'appelle Hélène Mauduit, je suis conseillère informatique et services à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée. Lui sera plus sur la partie signalement d'arrêt de travail, qui est une déclaration que vous serez amené à faire dans un second temps, mais je pourrai déjà répondre à vos questions dès aujourd'hui. Merci Hélène. Et en ce qui me concerne, Virginie Orduro-Tixador, je suis chargée des relations extérieures à l'URSSAF des Pays de la Loire. Alors, quelques petites informations pratiques. Alors, excusez-nous si toutefois on rencontre des difficultés, notamment de bande passante. Pour justement libérer un petit peu de bande passante, on va probablement donc désactiver la partie vidéo pour que vous puissiez nous entendre correctement. Dans le cadre du webinaire, vous avez une petite zone questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à poser vos questions. On se chargera dans la mesure du possible de pouvoir vous apporter des éléments de réponse. Et si toutefois on n'a pas une réponse dans l'immédiat, on reviendra vers vous dès que possible. Pas d'inquiétude, le webinaire sera disponible à l'issue donc de la présentation sous forme de replay, accompagné donc de 3 supports. Alors, la présentation va être scindée en effet sous 3 supports. Donc, un premier dans lequel on va vous présenter pourquoi la DSN, tout simplement vous rappeler le contexte de mise en place. Un deuxième support dans lequel on va vous proposer de découvrir la DSN, donc plutôt son fonctionnement d'une manière générale. Et enfin, un troisième PowerPoint dans lequel on va surtout vous présenter les outils qui sont mis en place, le vocabulaire utilisé dans le cadre des collectivités. Alors, pourquoi la DSN, la déclaration sociale nominative? Alors, il nous semble important de rappeler le contexte de mise en place. Il s'agit dans le cadre de la loi Warsmann de mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, en fait, que la DSN a été proposée. Alors, le principe, c'est dites-le nous une fois. Vous allez voir à travers donc ces différents supports, on va pouvoir vous expliquer le fonctionnement et vous rappeler justement la simplification des démarches en termes de formalités sociales et des formalités fiscales. Alors, je vais peut-être désactiver la vidéo pour m'entendre. Voilà. Donc, il y a une meilleure bande passante. Alors, c'est-à-dire que l'employeur va à un moment T générer donc un fichier pour faire bénéficier en fait l'ensemble des organismes de toutes les obligations sociales et fiscales. Alors, un allègement pour les employeurs. Pourquoi? Tout simplement puisque vous aviez en effet un certain nombre de déclarations à effectuer à des dates différentes, des informations répétitives auprès des partenaires. Donc, l'objectif, c'est justement d'alléger toutes ces démarches administratives. Alors, une transmission dématérialisée de données mensuelles, on va y revenir un petit peu plus tard, à travers un flux unique, donc sécurisé. Alors, j'espère que vous m'entendez correctement, parce que je vois qu'il y a quelques coupures. On s'en excuse, on a désactivé justement nos vidéos pour qu'il y ait une meilleure réception. Un prolongement naturel, justement, de ce qui figure sur le bulletin de paye, on va le voir, puisqu'il s'agit bien d'une photo de la paye à un moment T. Un allègement, voire une suppression de certaines démarches. Donc là encore, vous aviez des informations récurrentes avec des dates butoirs. Vous aviez aussi le tableau récapitulatif URSSAF à effectuer. Vous aviez la déclaration annuelle de données sociales. Donc, toutes ces informations, aujourd'hui, vont être groupées en un seul flux, en un seul fichier, à des dates données. Une fiabilisation des informations. Pourquoi? Tout simplement, puisque à travers les informations issues de votre logiciel de paie, il y a moins de risques d'erreur, puisque toutes ces informations vont être transmises directement
au recouvrement des cotisations et va permettre aux organismes prestataires de bénéficier de toutes ces informations et de calculer les droits aux prestations éventuelles pour les salariés. Alors, qu'est-ce qu'on entend par droit aux prestations? Tout simplement des droits en lien avec l'assurance maladie. Hélène pourra vous apporter quelques précisions à ce sujet tout à l'heure pour les indemnités journalières, les droits à Pôle emploi, les droits au niveau de la retraite. Donc, un calcul plus rapide, justement, des droits aux prestations. Alors, une mesure portée par les pouvoirs publics. Alors là, je pense que Didier pourra en effet apporter quelques précisions par rapport à cette slide, puisqu'il s'agit d'un travail commun porté par de nombreux partenaires. Didier, tu souhaites apporter des précisions ? Oui, c'est effectivement la mise en place, elle a fait suite à quelque chose auquel certains d'entre vous ont peut-être participé, qui s'appelait les Assises de la simplification en 2011. Et l'idée était de dire il faut que ce soit quelque chose qui ait une valeur obligatoire, qui soit donc porté par le législateur et qui corresponde à une vraie volonté, puisque l'ensemble des organismes de protection sociale, l'ensemble des administrations, qui donc répondent à un processus, le processus dont vous a parlé Virginie, qui est le dit dites-le-nous une fois, c'est-à-dire qu'une donnée qui a été transmise ne peut pas être redemandée, il fallait que tout le monde puisse la lire. Donc il était indispensable que ce soit les pouvoirs publics qui imposent une norme et que cette norme fasse diminuer drastiquement le millefeuille administratif sur lequel se reposait l'ensemble de ces transmissions. On a par exemple, quand vous envoyez un chiffre, quand vous envoyiez, c'est pas facile de marquer le passé, quand vous envoyiez un chiffre à la protection sociale version assurance maladie, le séparateur décimal, c'était la virgule. Mais le même chiffre envoyé à l'assurance retraite, le séparateur décimal, c'était le point. Donc, on avait besoin d'avoir deux déclarations pour le même chiffre, simplement parce qu'on ne le lisait pas. Donc, il fallait vraiment une mesure forte qui impose à tout le monde de travailler avec la même norme et qui fasse qu'en une seule fois, à la sortie de la paye, les éléments soient transmis, que les spécialistes des RH ou les spécialistes de chacun des métiers représentés par les entreprises se concentrent sur leur métier et non pas sur des obligations de transmission administrative de plus en plus complexes. Tellement complexes que finalement on avait parlé de dématérialisation et de simplification, mais en vérité tout le monde en France entendait simplification, cool, on va faire moins. Malheureusement, c'est pas on va faire moins si on va faire autrement. Non seulement autrement, on va passer effectivement d'un système déclaratif à un système de contrôle continu, mais avec quand même une particularité importante, c'est qu'en diminuant les interactions humaines entre la saisie de ces données et leur transmission dans les systèmes d'information des organismes de protection sociale, on diminue considérablement le risque. Et puis en même temps, du coup, puisque c'est à la sortie de la paye et qu'il y a une automatisation, une fois qu'on arrive à le mettre en place, on a effectivement la charge de travail qui est lissée. C'est-à-dire que vous n'avez plus en fin d'année à faire la DASU, à faire toute une série de déclarations, simplement qui rendent nominatifs les données que vous avez transmises tout au long de l'année. Et du coup, ces fameuses données sont beaucoup plus fiabilisées, elles sont mieux maîtrisées, et on a effectivement des mises à jour beaucoup plus rapides, des droits qui sont mis en place. Alors, dans un premier temps, tout le monde s'est attardé sur le fait que ça pouvait faire diminuer certaines prestations, mais dans l'autre, ce qu'on a oublié de dire, c'est que quand on faisait diminuer les prestations tout de suite, ça voulait dire aussi que derrière, il n'y avait pas de remboursement qui était demandé à chacun, de façon à ce qu'on ait effectivement une sécurisation de ce qui avait été versé au titre des droits pour lesquels les cotisations étaient versées. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est porté dans le cadre d'une norme avec des éléments qui ne sont pas moins qu'avant, mais qui sont complètement différents. Et on a l'exemple aujourd'hui, puisque le régime général est déjà en DSN, on a l'exemple d'une diminution de 850 données qui étaient demandées dans toutes les déclarations à moins de 450. Et avec effectivement, dans 80% des cas, ce qu'on appelle maintenant la DSN presse-bouton, c'est-à-dire que quand vous faites la paye, avec le paramétrage du logiciel fait et avec
peu d'éléments, c'est un cas de paye simple, c'est-à-dire pas d'événements très marquants sur le mois. La seule action qu'il y a à faire, c'est d'appuyer sur envoi, parce que la DSN est générée automatiquement par votre logiciel de paye. Le nombre de déclarations et de formalités administratives que va supprimer la DSN, quand vous l'aurez dans sa complétude, et Hélène Mauduit de la CEPAM vous disait les signalements d'événements, arrêt de travail, mais il y a aussi les signalements fin de contrat, il y a aussi les signalements d'entrée en DSN, vous allez voir tout ça plus tard, et ça n'est pas compliqué, c'est simplement une méthode de travail qui est différente. Tous ces éléments-là sont effectivement bien maîtrisés. Voilà ce que je pouvais dire sur le côté pouvoir public de cette mesure, Virginie. Merci Didier. Alors merci pour ces précisions et en effet une mise en place par la DSN de façon progressive. Donc aujourd'hui, la fonction publique rejoint la DSN après le secteur privé qui a été déployé depuis 2017. Alors vous allez le voir, la mise en place de la DSN se fait de manière progressive. On va vous donner certaines prérogatives, certains conseils justement dans cette mise en place, notamment une fiabilisation des informations, un paramétrage justement de votre logiciel de paie, tout simplement pour une généralisation qui va s'achever en janvier 2022. Donc, à travers ces différentes étapes, on va vous proposer justement différents webinaires au cours de cette année 2021. Donc, on vous rappellera les dates au cours de la présentation. Donc, on vous invitera justement à participer pour pouvoir être toujours accompagné dans la démarche. Et bien, par ailleurs, vous avez un certain nombre d'outils qui ont été développés et proposés par le JIP-MDS Net Entreprise pour vous faciliter en tout cas cette mise en place au sein de vos structures. Alors, une modernisation de la délivrance des prestations sociales. Alors là, c'est vrai que tout à l'heure, Hélène va pouvoir vous apporter quelques précisions quand on parle d'une modernisation de la délivrance des prestations sociales, puisque toutes les données transmises permettent justement de calculer et d'être beaucoup plus réactifs, en tout cas, pour bénéficier d'une prestation quelle qu'elle soit. Alors, on parle bien entendu d'indemnité journalière ou d'une allocation Pôle emploi ou autre. Et toutes ces informations, forcément, au préalable, sont transmises à travers le fichier que vous allez déposer, donc mensuellement. Donc, des données contemporaines pour le calcul des aides au logement, par exemple, et ensuite généralisées à d'autres prestations sociales. Alors, toutes ces informations, en fait, sont capitalisées sur un site qu'on vous invitera à découvrir. Il s'agit mesdroitssociaux.gouv.fr. Et là, vous avez toutes les données personnelles, en tout cas, de l'assuré avec des outils, notamment de simulation. Alors, Didier, tu souhaitais là aussi peut-être apporter quelques précisions sur le site qui est aujourd'hui proposé, mesdroitssociaux.gouv.fr, sur lequel on vous invitera justement à communiquer. Alors oui, le site remplit deux obligations. Alors il y a des objectifs, mais il y a deux obligations. Le premier qui est l'obligation du RGPD, donc du système de protection des données personnelles, puisque chaque individu, on va parler d'individu, vous allez voir, parce que finalement la déclaration sociale nominative et sa norme permettent de suivre quelqu'un de son premier jour d'activité jusqu'au jour de son décès, quel que soit son statut, qu'il soit salarié, indépendant, agent de la fonction publique, intermittent du spectacle ou d'autres. Donc on va parler d'individu parce que le rôle est déterminé par le contrat de travail que l'on a. Et du coup, par l'accès à mesdroitssociaux.gouv, chacun des individus peut découvrir quels sont les éléments, à quelle période et pour quel montant ont été déclarés par tous ceux qui lui ont versé des revenus, que ce soit son employeur ou d'autres intervenants. Donc ça remplit cette obligation RGPD qui était de permettre à chacun de prendre connaissance des données qui ont été transmises. Et puis ça remplit aussi un autre objectif qui est celui, entre guillemets, du contrôle. Parce que de toute façon, on n'est pas à l'abri d'une erreur de saisie, d'une erreur, d'une mauvaise compréhension d'une situation ou autre. Donc ce qui veut dire que l'individu pouvant aller constater sur mesdroitssociaux.gouv ce qui a été déclaré pour lui, peut revenir vers le système Mes droits sociaux et pas directement vers l'employeur, vers le Mes droits sociaux pour demander des explications sur certaines déclarations en les justifiant. Par exemple, j'ai travaillé en décembre et je vois pas mon salaire de versé, voilà la copie de ma fiche de paye.
À ce moment-là, effectivement, le système Mes droits sociaux, puisque c'est une agence, mesdroitssociaux.gouv, revient vers l'employeur pour demander à ce qu'il y ait une correction dans la déclaration sociale nominative. Donc les deux objectifs, se conformer au RGPD et assurer chacun des individus que ce sont les bonnes données qui ont été transmises, sont remplis. L'accès est exclusif pour le propriétaire du NIR, donc le numéro de sécurité sociale. On n'accède pas aux données de mesdroitssociaux.gouv d'une autre personne que pour soi-même. Donc, par exemple, un employeur ne peut pas accéder aux données de mesdroitssociaux.gouv, et le système étant automatisé, on ne fait pas de correction des données à la volée, on ne fait pas de correction des données en dehors de la déclaration sociale nominative s'il y a besoin. Voilà sur ce que je pouvais dire. Et puis, effectivement, donc on a les évolutions du prélèvement à la source et de ces données qui sont aussi identifiées à l'intérieur de mesdroitssociaux.gouv. Merci Didier pour ces précisions. Alors, je regarde quelques questions qui commencent à être posées. Alors, vous allez le voir à travers les 3 supports, vous allez probablement peut-être avoir déjà quelques niveaux de réponse. Et puis, on s'attachera, voilà, encore une fois, à la fin de la présentation, à essayer de répondre à un maximum d'interrogations. Pour les personnes qui s'inquiètent sur les problématiques de son, le webinaire, encore une fois, sera disponible en replay à l'issue de la présentation. Alors, les procédures d'enchaînement intégrées en DSN, alors pour votre information, là encore, il y a la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, la DOETH, qui est une nouvelle obligation voilà, au niveau pour la collecte au niveau de l'URSSAF. Donc, 2021 pour le secteur privé. Donc, on a mené en effet un certain nombre d'actions en partenariat avec la GFIP. 2023 pour la déclaration et le calcul des effectifs pour le secteur public, et 2024 pour la collecte. Voilà, vous avez aujourd'hui le calendrier, en tout cas, de cette nouvelle obligation. Enfin, la déclaration et le paiement de la contribution à la formation professionnelle et à la taxe d'apprentissage, qui sera donc en 2022. N'hésite pas encore une fois, Didier, si tu souhaites apporter voilà, quelques précisions par rapport à ces nouvelles obligations. Encore une fois, on vous accompagnera toujours dans la démarche. Là, il s'agit bien d'un premier niveau d'information sur ces prochaines déclarations. Oui, j'étais en train de me faire piéger en répondant à la question sur la SNRACL, mais ça tombe très bien que tu m'interrompes. Il faut que je me concentre sur la présentation. Oui, donc comme le disait Virginie, les questions que vous nous posez, déjà, elles se représentent dans le replay, et en plus, on peut vous y répondre par la suite puisque vos adresses mail sont attachées à la question et on y apportera des réponses les plus précises possibles, et puis avec des liens qui vous emmènent vers les fiches consignes ou vers les éléments contractuels ou réglementaires en réponse. Sur les prochaines procédures, oui, en réalité, il était absolument important que la mise en place de la déclaration sociale nominative, c'est-à-dire d'une seule déclaration pour les remplacer toutes, emporte un maximum de données. Et aujourd'hui, beaucoup de déclarations qui sont faites à côté, en bilatéral ou pour des cas particuliers, demandent à intégrer la DSN et à profiter, à bénéficier de ces données, puisque les données de la DSN sont nominatives et mensuelles, ce qui n'existait pas auparavant, et c'est une grande nouveauté. C'est donc vraiment en continu, en flux, que ces éléments-là sont déclarés. Donc on va effectivement voir approcher la DOETH qui était une déclaration à faire à côté, qui va intégrer la déclaration sociale nominative avec un système de compte rendu métier, ce qu'on appelle les comptes rendus métiers, c'est-à-dire le lien qui remonte depuis les organismes de protection sociale vers vous. Et puis effectivement, la taxe d'apprentissage et puis la contribution à la formation professionnelle qui vont y intégrer. Par exemple, dans la déclaration sociale nominative, nous avions imaginé que la fameuse prime qui ne vous concerne pas au niveau des agents visiblement de la fonction publique, la prime de 1 000 € qui pourra être versée complémentaire, a été intégrée dans la norme depuis la première demande qui avait été faite par le gouvernement, de façon à ce qu'on puisse répondre, à ce que la DSN puisse répondre à tous ces cas-là. Et d'ailleurs, j'en profite pour souligner l'importance des travaux qui avaient été menés, puisque la quasi-totalité des aides personnelles, que ça soit au niveau des entreprises ou des individus, issues de
de situations particulières dues à la pandémie de Covid sont passées par la DSN, ont été possibles par des éléments qui remontaient de la DSN, qui ont été gérés directement par la maladie. Par exemple, a déployé un travail immense pour accompagner les individus, pendant que l'URSSAF continuait à déployer aussi beaucoup d'efforts pour accompagner les employeurs. Donc c'est vrai que le fait d'avoir cette norme qui petit à petit va engranger et intégrer de plus en plus de formalités administratives ou de déclarations qui sont encore hors de son champ, normalement devrait aboutir à une transmission unique, réellement unique, de l'ensemble des données transmises entre les organismes et les employeurs. Mais Didier, ça tombe très bien, voilà, que tu précises voilà, cette information, puisque en l'occurrence, il y a des interrogations sur la DOETH. Justement, va-t-elle nous permettre de ne plus faire la déclaration sur le site de la Caisse des dépôts et consignations? Je vois que c'est une question qui a été posée, une interrogation aujourd'hui soulevée par certaines collectivités. Donc, voilà, encore une fois, hein, l'objectif, c'est bien de simplifier toutes ces démarches et toutes ces déclarations que vous pouvez faire aujourd'hui à travers différents organismes. Alors, pourquoi la DSN, hein, voilà, donc, comme on a pu vous le rappeler, hein, permettre de fiabiliser les déclarations au plus près de leur émission, tout simplement à travers votre logiciel de paie, donc moins de risque d'erreur issus de ce nouveau fichier, dans un système automatisé. Donc là, bien entendu, hein, des éléments de la situation sociale et fiscale, donc des employeurs, hein, des collectivités, des entreprises, nécessaires au calcul des cotisations, et des incohérences détectées pour lesquelles des corrections doivent être apportées. Donc, en effet, vous bénéficierez d'un compte-rendu qu'on vous invitera à lire attentivement pour corriger ces anomalies. Ces anomalies, on va le voir, pourraient être bloquantes ou non bloquantes, et auquel cas, il faudra apporter les corrections nécessaires. Donc, il y a tout un travail de fiabilisation des informations nécessaires à fournir en amont de la mise en place, et bien entendu, d'avoir un travail en fait à mener aussi sur du moyen et du long terme. Alors, des gains de gestion et de productivité pour les organismes sociaux, les employeurs et les administrations utilisatrices de données sociales et fiscales. Voilà, comme on a pu vous le préciser, la DSN a pour objectif de remplacer un certain nombre de déclarations à travers une seule et même déclaration mensuelle. Et forcément, eh bien, les gains de productivité, vous allez les avoir à un moyen et long terme. En amont, il y a quand même un travail de paramétrage du logiciel, ça, voilà, mais le gain, vous l'aurez bien entendu par la suite. Puisque c'est une simplification pour les employeurs qui n'auront qu'une seule déclaration, donc pour remplir l'ensemble des déclarations aujourd'hui sociales. Alors, je prends connaissance en même temps des questions, des interrogations, voilà, vous pouvez vous faire. C'est vrai que c'est énormément d'informations, mais pas d'inquiétude. Encore une fois, on va être là pour vous accompagner toute l'année 2021. Didier, si tu souhaites me compléter à ce niveau, n'hésite pas encore une fois. Oui, non, j'étais en train de. Il y a une question qui me taraudait là, qui est revenue plusieurs fois, et du coup, je suis en train de vouloir y répondre. Dans la mesure où la déclaration sociale nominative et les autres déclarations n'utilisent pas le même langage, si vous faites deux déclarations, une DSN et une DUX, ou une DSN et une autre déclaration, vous faites un double. Vous êtes en doublon. Et effectivement, je vous invite à prendre contact rapidement avec l'organisme à qui vous l'avez adressé, de façon à vérifier laquelle des deux est prise en compte et à faire écraser la première, celle qui n'était pas due être transmise. Maintenant, il y a quand même un vrai problème derrière cette modification que je souhaite poser tout de suite et vous rassurer tout de suite. C'est une vraie simplification. C'est vraiment quelque chose qui sort de ce que l'on avait l'habitude de faire jusque-là. Quand on parle d'un système automatisé, quand on parle effectivement de EDI, alors échange de données informatisées, API, les échanges de machine en machine ou autres, on a l'impression un peu de perdre la main. Et puis surtout, alors je ne vais pas dévoiler ce qu'Hélène allait dire sur Hélène Mauduit, allait dire de la CEPAM, allait dire sur le signalement d'arrêt de travail, mais c'est une telle simplification par rapport à la DSIJ
puisque finalement, il n'y a plus que 3 données à transmettre dedans, que beaucoup d'angoisses naissent dans les services qui font les payes en disant mais c'est trop simple, il n'y a pas tout, mais enfin c'est pas possible que je me sois autant embêté avant et qu'aujourd'hui il y ait besoin que de ça. Si, c'est vrai, c'est une vraie simplification, mais c'est une vraie simplification qui s'appuie sur des données automatiquement transmises tous les mois. Donc on n'a pas besoin de vous redemander les déclarations que vous avez faites, les chiffres des 3 mois précédents, puisqu'ils sont déjà enregistrés dans le système. Mais c'est vrai que ça crée un doute, une petite angoisse, et que certains ont tendance à vouloir doubler par les procédures anciennes en assurant que c'est fait. Quand vous avez déposé votre DSN, vous avez reçu un compte-rendu métier qui vous disait, une attestation de dépôt qui vous disait « c'est bien passé » et un compte-rendu métier qui vous disait « c'est lisible ». À partir de ce moment-là, vous avez rempli votre obligation. C'est pas forcément aussi précis que ce qu'on attendait ou aussi simple que vous le vouliez. Peut-être qu'il y a des modifications à apporter après, mais c'est fait. C'est au moins cet élément, vous devez l'avoir en tête, c'est rassurant. L'obligation déclarative est remplie, les données sont transmises. Maintenant, après, effectivement, il faut que ce soit des données de qualité, qu'elles soient bien faites. Mais c'est vraiment cette petite angoisse qui est due au métier que vous faites et à la compétence technique que vous avez, qui vous fait dire, mais non, c'est pas possible, c'est trop facile, ou maintenant, il n'y a pas tout dedans, et puis je peux pas. Vous avez un niveau de conscience professionnelle et de responsabilité qui vous fait dire je ne peux pas prendre le risque de planter un de mes collègues ou un de mes agents en ayant une déclaration qui est aussi simple que ça. Habituez-vous à la simplicité, vous allez voir, c'est quelque chose auquel on se fait bien. Et quand on parle de gain de gestion et de productivité pour les organismes, c'est aussi vrai pour les déclarants, mais ça se mesure dans le temps. Vous avez une période d'adaptation, de paramétrage et d'installation à faire auparavant. Ça se passe super bien pour 98% des cas. C'est énorme, 98% des cas. Ce changement est tellement gros qu'on a du mal à croire que c'est 98% des déclarants pour qui ça se passe très bien. Et les 2% qui restent, il y en a extrêmement peu qui ne peuvent pas corriger dans la DSN qui suit et pour lesquels le problème perdure. Donc c'est vraiment, vous êtes bien obligé de me croire sur ma bonne foi, et comme j'ai pas la caméra, vous voyez pas ma tête qui assure ça aussi. C'est vraiment une évolution qui permet de fiabiliser, de simplifier et de non pas rentabiliser, mais peut-être même industrialiser les éléments pour vous concentrer exclusivement sur les événements particuliers. Et vous avez compris que je suis passionné, donc je pourrais y passer des heures, donc je préfère laisser la parole à Virginie, sinon je vais vous… Je vais me permettre de compléter. Oui. Donc moi, je suis Hélène de la caisse primaire. Nous serons amenés à échanger avec vous, les collectivités, dans un second temps, quand vous serez amenés à faire des déclarations, des signalements pour vos arrêts de travail. Moi, quand on parle d'événements, je suis plus spécialisée dans l'arrêt de travail puisque c'est effectivement mon quotidien. Mais Didier et Virginie l'ont rappelé tout à l'heure, les événements, ça concerne aussi les femmes et ces choses-là. Et effectivement, c'est simple, notamment, on reviendra dessus tout à l'heure, lorsque vous aurez à déclarer un arrêt, c'est simple, à condition qu'effectivement, tout le travail en amont de paramétrage et de bonne compréhension des différents types de contrats que vous avez à gérer soit bien fait et bien paramétré dans l'envoi des DSN mensuels. Et une fois que ça, c'est bien fait, le signalement et l'arrêt en lui-même, c'est hyper simple. Merci Hélène voilà. pour ces précisions. Alors je vois quelques inquiétudes, hein, j'en prends connaissance en même temps dans la zone questions-réponses. Hein, on va essayer de pouvoir vous apporter quelques précisions, parfois des difficultés avec vos éditeurs. Je peux constater où trouver l'information. Donc on va y venir hein, dans le cadre de la présentation des futurs supports. Alors, on a terminé la première présentation donc, qui était destinée à pourquoi la DSN, donc rappeler justement le contexte. Et à travers donc le second support, on va pouvoir apporter des explications sur le fonctionnement de la déclaration sociale nominative. Eh bien, voilà. Alors, je ne sais pas si tu as eu l'occasion, Didier, de regarder les questions qui ont pu être posées sur la droite, hein, mais on va y venir un petit peu plus tard, hein, des interrogations avec Passereau, par ailleurs, avec des difficultés de paramétrage avec les éditeurs. Donc, je pense que tu pourras en effet apporter quelques précisions tout à l'heure.
Oui, pas de doute dessus. Juste une question à laquelle je voulais répondre parce que ça correspondait effectivement au premier support. Combien de temps est-ce qu'il faut se mettre en ordre de marche avant pour être assuré? J'allais vous dire les fameuses réponses qu'on fait toujours, mais on va s'en passer. Vous avez la possibilité de faire des DSN de test le plus tôt possible et être rassuré, sachant que de toute façon, vous ne pouvez démarrer la DSN qu'au 1er janvier. Donc, ce sera au 1er janvier 2022 si vous n'y êtes pas encore. Mais par contre, vous avez la possibilité dès maintenant de commencer à paramétrer si la version du logiciel que vous avez permet de le faire. Donc, la première chose, et vous allez voir, on a les petits schémas avec les étapes à remplir qui se met en place, mais la réponse est vraiment au plus tôt, parce qu'au plus tôt, vous serez rassuré sur les capacités à gérer justement ce flux de données de qualité, et mieux ce sera. Vous posez la question, il y a une dame qui pose une question en parlant de 9 fiches de paye. J'allais vous dire, si c'est un plan de paye simple, ça peut être 90 fiches de paye, ça va être très simple. Si c'est un plan de paye compliqué avec des gens qui ont des statuts et des situations extrêmement complexes qui se rajoutent, même avec 5 payes, ça peut vous prendre du temps à faire le paramétrage au départ. Le plus long, c'est vraiment le paramétrage, donc c'est vraiment de se mettre en condition de vérifier à partir de quel SIRET on part, sur quel NIR on fera les salariés. Voilà, ce sont des éléments de fiabilisation des données au départ qui vont être qu'il est utile de mettre en place le plus tôt possible. Vous pouvez le faire alors que vous n'êtes pas encore en DSN. Vous n'avez pas besoin d'être en DSN pour fiabiliser les données que vous utiliserez plus tard. Ça, c'était une chose importante. Merci Didier. Alors, découvrir la DSN, donc son fonctionnement, donc comme on a pu… Alors, j'entends en effet quelques bruits de fond, je ne sais pas d'où ça vient. Alors, la DSN est bien un projet commun, donc qui a été construit avec l'ensemble des acteurs. On a pu voilà, vous apporter déjà quelques éléments à ce sujet. Donc, bien entendu, le JPMDS, représenté aujourd'hui par Didier Kuhn, le groupement d'intérêt public pour la modernisation des déclarations sociales, qui a été chargé d'organiser justement la mutualisation de tous les moyens dans le cadre de cette mise en place, avec notamment tous les organismes concernés par cette nouvelle obligation. Alors, il y a un certain nombre de travaux qui ont été menés ces dernières années, voilà, des travaux menés en étroite collaboration, bien entendu, avec les organismes, avec les éditeurs, avec des représentants, voilà, des employeurs et des comptables pour pouvoir répondre en tout cas à toutes les interrogations et répondre aux cahiers des charges et des demandes de chacun. Et bien entendu, des instances se tiennent toujours régulièrement pour pouvoir apporter des modifications, des adaptations si besoin. Et quand je parle d'adaptation, s'adapter aussi aux nouvelles obligations en matière de déclaration sociale. On l'a évoqué tout à l'heure dans le cadre de la DOETH, la déclaration obligatoire pour l'emploi des travailleurs handicapés. L'objectif, bien entendu, c'est de tout centraliser au sein de la déclaration sociale nominative. Alors, 4 grands principes. Alors, il s'agit de la dernière étape du traitement de la paye. Eh bien oui, puisque vous réalisez votre paye et l'objectif, c'est d'avoir un reflet à un moment T de la situation de l'agent. Quand on parle de photographie, c'est tout à fait ça. Il s'agit bien d'un sous-produit de la paye qui doit être obligatoirement généré par un logiciel de paie compatible. Donc là, vous pourrez directement bénéficier de la liste des logiciels de paie compatibles. La DSN est réalisée au niveau du SIRET qui gère l'agent administrativement. Donc là, je sais qu'on pourra vous apporter aussi des précisions et c'est extrêmement important puisque dans le cadre des collectivités, voilà, vous avez certaines particularités. Donc, le lieu de travail ne définit pas la maille déclarative. Didier, est-ce que tu souhaites justement apporter des précisions par rapport au SIRET utilisé? Oui, alors dans cette notion, on a besoin de savoir qui est l'agent, c'est son NIR, et qui est l'employeur, et c'est le SIRET. Le SIRET est absolument indispensable, par exemple, pour calculer, pour connaître les taux d'accident du travail, les taux de cotisation peuvent varier. Cependant, la maille déclarative de la DSN, c'est effectivement le SIRET. Mais dans une commune ou dans une collectivité territoriale ou dans une supra-collectivité territoriale, on peut avoir plusieurs SIRET
mais néanmoins faire une seule DSN en choisissant quel est le SIRET qui fera les déclarations pour tous. Généralement, c'est celui qui gère l'agent administratif, c'est ce qu'on a remarqué dans les premières entrées, avec une particularité, c'est qu'il est absolument indispensable de vérifier que le SIRET qui vous paraît naturellement le plus utilisable est déjà connu auprès de l'URSSAF comme un cotisant. Simplement pour pas avoir tout à refaire, pour pas avoir effectivement des cotisations et des déclarations qui partent dans la nature et qu'on mette beaucoup de temps ensuite à les réaffecter au bon endroit. Donc, dans le travail préalable dont je vous parlais, il y avait effectivement de valider que le système de SIRET sur lequel nous avons avancé seront systématiquement mis en place en accord et en discussion avec l'URSSAF. Mais en même temps, effectivement, si on est affecté aux espaces verts d'une commune et qu'il y a un SIRET sur les espaces verts, c'est pas pour ça que la DSN sera faite pour le SIRET des espaces verts ou pour le SIRET de la ville. On peut décider que c'est le SIRET de l'hôtel de ville ou du service RH qui sera retenu. Et à ce moment-là, il faut vérifier effectivement que l'ensemble des agents sont identifiés à l'intérieur de ce SIRET déclaratif. C'est un petit changement, j'allais dire philosophique. Ça pourrait paraître péjoratif, c'est pas péjoratif du tout. Quand je dis philosophique, c'est parce que c'est sur la façon d'aborder et de réfléchir les choses. Et en complément de cette information, parce qu'il y a quelques questions dans le chat sur ce sujet-là, il faudra, avant de démarrer, déterminer le qui fait quoi. C'est-à-dire, si vous travaillez déjà en coordination pour certaines communes avec un centre de gestion, par exemple, c'est un travail préliminaire à effectuer, c'est-à-dire de déterminer quel est l'organisme entre le centre de gestion et vous qui allez effectuer ce travail de déclaration en DSN. Il peut y avoir une différence entre l'envoi des DSN mensuels et le traitement des signalements. Si vous avez aussi accès au logiciel, tout ça, c'est vraiment un premier travail à faire, c'est de se poser la question de quelle est l'organisation qui est en place actuellement et quelle est celle, ce sera peut-être la même, mais pas forcément, qui sera en place lorsqu'on va passer en système de déclaration DSN. Merci Hélène. Alors, on vous rappelle en effet que la DSN est transmise mensuellement. Donc, en fonction de la taille de la structure, eh bien, soit vous êtes au 5 du mois, soit au 15 du mois. Donc là, c'est une information extrêmement importante à vous rappeler. Ce sont bien des échéances uniques qui sont déterminées en fonction de l'effectif de la structure. On vous parle aussi, bien entendu, des messages retour DSN sur le tableau de bord unique, donc des retours d'informations qu'on vous demandera vraiment vivement, en tout cas, de prendre connaissance pour apporter les corrections nécessaires, donc soit sur la DSN du mois, soit sur les DSN suivantes à travers donc des blocs régularisation. Alors, schématiquement, voilà comment ça se passe. Eh bien, le déclarant effectue sa paye. Le logiciel va générer un fichier DSN. Donc là, vous avez des outils mis à votre disposition pour tester la qualité de ce fichier et corriger éventuellement les anomalies qui sont remontées. Donc, l'outil DSN Val. Le fichier, donc, voilà, est plutôt qualitatif. On vous invitera à déposer ce fichier DSN, eh bien, directement sur le portail Net Entreprise, par exemple, ou en machine to machine. Et bien entendu, des contrôles sont générés pour vous permettre, eh bien, d'avoir un retour suite au dépôt de ce fichier dans le cadre de votre tableau de bord. Didier, tu souhaitais peut-être me compléter par rapport à cette slide ? Alors, compléter, non, juste rassurer, les outils que vous pouvez utiliser qui permettent de vérifier, comme des SNVAL, sont téléchargeables sur vos postes. Donc, vous n'avez pas besoin d'être connecté pour les faire. Et pour répondre à une des questions qui était posée, puisque là, on n'était pas encore sur le calendrier, on a exactement la possibilité de déposer une DSN le lendemain de l'échéance du mois en cours, c'est-à-dire, je précise, parce que vous allez voir qu'on va vous noyer avec des M, M-1, M+1. En réalité, on va parler de mois principal déclaré. Quand vous faites la paye de mars, la SN est à échéance du 5 ou du 15 avril.
puisqu'il faut bien que la paye soit finie, que le mois soit passé, pour que la DSN soit envoyée. À partir du 6 avril, vous pouvez envoyer la DSN du mois d'avril, dont l'échéance est au 5 mai. Donc, le lendemain de l'échéance du mois en cours, vous pouvez déposer la DSN du mois suivant, sachant que si c'est un plan de paye simple, la DSN peut facilement être faite. Et s'il y a des changements qui interviennent pendant le mois que vous avez, entre guillemets, déclaré par anticipation, jusqu'à l'échéance de ce mois-là, vous pouvez faire des annulés en place. Après l'échéance de ce mois-là, vous pourrez faire des corrections. Donc, on a ce système du déclarant, de la paye, du fichier, on vérifie le fichier, on le transmet dans le système éclate les données et les met à disposition de ceux qui en ont légitimité à les connaître. C'est-à-dire, par exemple, que ceux qui n'ont pas à savoir la situation fiscale ou autre d'un individu ne la connaissent pas. Ensuite, chacun des organismes remonte dans le tableau de bord, sachant que certains logiciels gèrent le tableau de bord, donc vous le traduisez en langage humain, et pour les autres, il faut effectivement se connecter au tableau de bord de Net Entreprise qui va évoluer dans le temps pour être un peu plus humanisé, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment typiquement quelque chose de pratique, d'informatisé, qui manque un petit peu de capacité humaine de lecture. Mais donc, on est effectivement dans un cercle vertueux qui est représenté là, sur le support. À chaque étape, derrière chaque étape, il y a des humains, même si ça n'apparaît pas, il y a des humains dans les organismes de protection sociale. Il y a des humains au niveau de la gestion de la DSN, au niveau du GIP, NDS, il y a des humains. Et puis, bien évidemment, chez vous, il y a des humains, puisque c'est vous. Didier, puisqu'on a parlé d'échéance, sauf si c'est prévu un peu plus tard dans le support, est-ce que tu peux expliquer, répondre aux différentes questions liées à la date à laquelle les collectivités sont censées avoir clôturé leur paye? On est Oui. pour un certain nombre de cas le 10 ou le 15 du mois et ça pose question. Oui. Il y a des instructions qui ont été données par Bercy à l'ensemble des trésoreries pour leur demander de repousser au 20 la date d'échéance de transmission des payes à partir du moment où vous rentrez en DSN. Alors, ça ne va pas être facile partout. C'est tellement pas facile que ça ne vous a quand même pas échappé, que c'était le même organisme national, Bercy, qui gérait la trésorerie qui vous fait la paye et qui vous demande les données, et la DGFiP qui gère le prélèvement à la source et qui vous fait le retour du taux dans le compte-rendu métier. La bonne nouvelle, c'est effectivement, c'est normalement dans le retour du PASS, qui remonte dans un compte-rendu métier, qui est injecté normalement systématiquement dans les éléments de paye au fur et à mesure. L'autre élément rassurant étant que les taux PASS sont valables 2 mois, et donc effectivement un délai entre le moment où vous recevez le compte-rendu métier avec le taux actualisé, et vous avez 2 mois pour l'utiliser, donc on a un peu de délai. Mais sur le fait de transmettre la paye, puisque au départ, on avait même des trésoreries qui demandaient à avoir le 5 du mois courant, la paye du mois, ce qui était peut-être pratique pour eux, mais complètement contraire et au droit social et au droit du travail, puisque la paye, c'est le résultat du travail effectué sur une période donnée, et que tout ce qui était décalage de paye ou autre n'était qu'une dérogation et absolument hors la loi et pas légal du tout. Et Madame Chazal, l'échéance de décembre, elle est au 5 ou au 15 janvier pour la paye de décembre. Et ce n'est pas une DSN annuelle qui est à fournir en décembre, c'est exactement la même DSN que celle de novembre ou que celle de mars ou de mai. Ce sont des échéances mensuelles, donc celle de décembre est au 5 ou au 15 janvier, selon que vous êtes mensualisé ou trimestrialisé dans les cotisations. La déclaration est obligatoirement transmise tous les mois. Mais bon, comme vous faites la paye tous les mois, vous virez les salaires tous les mois, c'est pas un changement important, c'est une adaptation. Même août, il y a une question sur août. Oui, mais août, vous pouvez déposer la DSN, soit le 5 septembre ou le 15 septembre et vous serez rentré, soit si c'est la DSN de juillet à déposer le 5 ou le 15 août, vous pouvez la déposer le 20 juillet. Puisque de toute façon, on ne va pas vous faire revenir de congé pour faire une DSN, alors que si le plan de paye est simple, et sachant que s'il y a des événements importants
qui apparaissent pendant le mois d'août, c'est pendant votre mois de congé, il y a des blocs corrections dans la DSN qui permettent de les corriger au mois de septembre en les affectant sur le mois d'août. Mais votre question est légitime, vous avez raison, quand on parle du rythme mensuel, en se disant mais qu'est-ce qui se passe pendant mes vacances, mais qu'est-ce qui se passe si je suis absente, mais ça se passe exactement comme vous faites aujourd'hui. Aujourd'hui, tous vos agents reçoivent la paye, même si vous êtes en vacances, ils sont payés, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que ce soit le cas. La DSN va s'adapter et on va essayer de se coller. Madame Bourreau, vous nous demandez si la date butoir c'est le 5 ou le 15, c'est exactement celle à laquelle vous le faites aujourd'hui. C'est le 5 ou le 15. Est-ce que vous êtes mensualisé ou trimestrialisé dans les cotisations que vous payez? C'est ce qui va le définir. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à votre URSSAF et on va vous répondre tout de suite. Merci Didier pour ces précisions et je pense aussi à une précision que tu as pu apporter sur les comptes rendus métiers pour le taux passereau, puisque un certain nombre de collectivités regrettent de le recevoir tardivement. Voilà, et tu as su apporter des précisions, notamment sur la validité de ce taux pendant 2 mois. Et surtout, excuse-moi Virginie, ne restez pas bloqués sur ce qui s'est passé le dernier trimestre. Il y a eu au niveau de la DGFiP des problèmes de transmission par Topaz et effectivement, ils ne répondaient pas alors qu'ils s'engagent à répondre normalement sous 48 heures en Topaz et ce n'était pas le cas. Donc, restez vraiment, ayez en tête que la contemporanéité de la déclaration et la contemporanéité du pass doivent coller. Et pour éviter justement qu'il y ait ce problème, la validité d'un taux pass étant de 2 mois, celui de février est valable jusqu'à la DSN d'avril, déposé le 5 mai. Donc en réalité, même s'il y avait un défaut de transmission d'un taux une fois, c'est toujours le cas. Alors Didier, est-ce que tu aurais la possibilité de répéter ton exemple avec les échéances, s'il te plaît, puisque apparemment il y a eu des micro-coupures et pardon. Voilà, il n'y a pas eu l'intégralité de l'information. Alors, les échéances, vous avez la possibilité, donc vous devez déposer une déclaration sociale nominative tous les mois, soit le 5, soit le 15, c'est déjà fonction de la date, la période à laquelle vous payez les cotisations. Si vous êtes trimestrialisé pour les cotisations, vous êtes au 15, si vous êtes mensualisé, vous êtes au 5. La norme, la loi impose que tout le monde soit au 5 et que tout le monde soit mensualisé. Par contre, si vous étiez déjà sur une échéance au 15, vous pouvez demander à votre URSSAF de rester au 15 et même si vous faites une DSN tous les mois, vous ne payerez les cotisations que tous les trimestres. Pour le dépôt de la DSN, vous pouvez la faire le premier jour qui suit l'échéance en cours. C'est-à-dire que pendant le mois d'avril, la DSN que l'on dépose en avril le 5 ou le 15, c'est la DSN du mois de mars. Ça correspond à la paye du mois de mars. On la dépose le 5 avril. Eh bien, vous pourrez déposer la DSN du mois d'avril à partir du 6 avril, puisque celle de mars a été déposée le 5, avec en date d'échéance le 5 mai. Donc, en réalité, le lendemain de l'échéance de la DSN qui est attendue, vous pouvez déjà déposer la DSN suivante. Et c'est pour ça que je suis surpris, Madame Zaïd, que vous disiez que vous vouliez faire une DSN avant le 25, en disant que c'était trop tôt, parce que ça vaudra le coup qu'on se parle en direct pour savoir exactement de quel élément vous parlez, ce qui vous a été répondu, parce que normalement, ça n'est pas possible. Mais je vous rassure tout de suite, on est aussi habitué à ce que ce qui n'était pas possible se produise quand même, parce que erreur humaine, parce que erreur chez nous, parce que micro-coupure électrique, malheureusement, comme vous pouvez avoir au niveau du son avec moi, après tout est possible, sachant que c'est simplement ce qui se met en place. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous avec des éléments un peu plus précis de façon à ce qu'on puisse répondre, parce que normalement, alors le dépôt du 6 avril, le dépôt, alors je vais reprendre autrement plutôt que de donner des dates. La paye de mars est attendue en DSN le 5 avril. La paye d'avril est attendue en DSN le 5 mai. Mais on peut déposer la paye d'avril qui est attendue le 5 mai à partir du 6 avril, c'est-à-dire le lendemain de l'échéance de la DSN précédente. En réalité, le mois principal déclaré, c'est le mois d'avant. L'échéance, c'est le 5 ou le 15 du mois en cours. J'essaye d'être le plus
Oui, et Madame Guichetot qui dit qu'elle a eu le même problème. Ah, la déclaration de janvier déposée avant le 25 janvier. Ouais, c'est une autre colle. Alors là, je ne sais pas pourquoi on vous aurait répondu ça, parce que la DSN de janvier, elle est attendue effectivement au 5 février, mais vous pouvez la déposer à partir du 6 janvier. Comme c'est la première, si c'était la première, peut-être qu'effectivement, c'était un problème de dépôt de la première DSN, mais si vous étiez en DSN en 2020, il n'y a aucune raison que ça vous ait été retourné, il doit y avoir autre chose. Hein. Ah, c'était la première, bon d'accord. Merci. Alors, il y a une autre donnée, pardon, excusez-moi Virginie, qui peut répondre aussi à ce que vous dites, c'est qu'on utilise un millésime de la norme. On utilise, par exemple, en 2021, on s'attend à ce qu'il y ait la norme 2021, sauf qu'à partir, et là je vais vous noyer, à partir de septembre 2021, on commence à utiliser la norme 2022, celle qui sera obligatoire à partir du 1er janvier, parce qu'on doit vérifier effectivement que ça ne pousse pas. Alors si ça se trouve, dans le cadre d'une première DSN, on avait vraiment besoin qu'elle soit sur la nouvelle norme, et on avait besoin d'avoir passé le 1er janvier pour pouvoir la recevoir. Merci Didier. Est-ce que, alors par contre, vous avez beaucoup de fiches consignes, d'exemples qui sont décrits sur DSN Info, qui sont, on vous mettra tous les liens dans les réponses, dans le compte rendu, et on vous les enverra par mail. Vous aurez tous les liens de façon à pouvoir vous coller dessus. Il y a plein de petits MOOC qui sont mis à disposition, on en parle dans la 3e présentation, vous allez voir. Il y a plein de petites vidéos sur des cas de paye précis, simples au départ, qui vont vous donner les réponses, hein, même si on n'arrive pas à répondre à tout le monde dans le chat. Excusez-nous-en par avance. Voilà, donc on vous rappelle que la DSN vise aujourd'hui à remplacer plus de 40 procédures et déclarations sociales. C'est la raison pour laquelle on parle vraiment d'une simplification des démarches et d'un gain de productivité. Elle porte sur le mois principal déclaré, donc à travers les exemples illustrés par Didier et par ailleurs les petites fiches consignes et les mots mis à votre disposition, vous pourrez avoir des précisions en la matière. Un échange de données informatisé qui peut s'effectuer donc en effet soit à travers le tableau de bord DSN, soit en transmission directe si votre logiciel de paie le permet et est paramétré pour. Donc, toutes les informations sont établies et le fichier est établi à partir des données de la paie. C'est la raison pour laquelle vous avez moins de risques d'erreur. Il n'y a pas du tout de ressaisie des informations. Si vos informations sont exactes, sont fiabilisées dans votre logiciel de paie, on sécurise la transmission. Une échéance à midi, donc en effet, le 5 ou le 15 du mois, donc le 5 ou le 15, là aussi, en fonction, bien entendu, de la taille de votre structure. Le 5, si vous avez plus de 50 personnes, et le 15 en dessous de ce seuil. Alors, la DSN repose sur la transmission de 2 types de données. Les informations mensuelles dont on vous parle depuis tout à l'heure à nous transmettre le 5 ou le 15 du mois. Et ensuite, vous avez des signalements d'événements. Alors là, en ce qui concerne les signalements d'événements, je vais laisser la parole à Hélène qui va justement pouvoir vous apporter des précisions puisqu'elle dépend de l'assurance maladie. Voilà, donc je vais vous parler très brièvement du deuxième dans l'ordre de la slide, qui est le signalement de fin de contrat, qui va vous permettre d'adresser à Pôle emploi les éléments pour la prise en charge de la personne qui ne travaille plus pour vous et dans la suite de ces démarches. Et l'autre signalement, c'est le signalement d'arrêt de travail. Alors je vais dire l'autre ou les deux autres, puisque pour l'assurance maladie, vous avez 2 types d'événements que vous pouvez nous signaler. Le premier, ce sera le plus commun, le plus courant, c'est le signalement d'arrêt de travail. Quel que soit d'ailleurs le risque de la maladie, de l'accident du travail, de la maternité, paternité, accueil de l'enfant et autres. La seule transmission qui actuellement ne peut pas se faire par le biais d'un signalement d'événement, c'est la transmission des éléments nécessaires à l'indemnisation du temps partiel thérapeutique.
Nous ne désespérons pas que ce soit possible dans quelques temps. Pour l'instant, le temps partiel thérapeutique nécessite encore la transmission des éléments tels que vous le faites actuellement sur Net Entreprise. Pour autant, donc le signalement d'arrêt, on va l'appeler maladie de manière générale, mais comme je viens de vous le dire, ça concerne aussi l'accident du travail, la maternité, paternité et autres. À partir du moment où vous avez effectivement un historique qui a été adressé, vous êtes entré en DSN, vous envoyez des DSN mensuels depuis un certain nombre de mois, vous allez pouvoir nous signaler par la DSN en signalement d'événements les arrêts maladie, puisque ce que vous remplissez actuellement en saisie manuelle sur Net Entreprise, concernant les éléments de rémunération, ces éléments-là, ils ont été envoyés dans vos DSN mensuels et vous n'aurez plus, c'est pour ça qu'on dit que c'est plus simple, vous n'aurez plus qu'à nous signaler la date du dernier jour de travail, nous dire que votre salarié est en arrêt maladie, maternité ou paternité, vous sélectionnez le risque, vous dites le dernier jour de travail est temps, alors depuis un certain temps maintenant, c'est extrêmement simple. Le dernier jour de travail, c'est la veille ou c'est le jour de l'arrêt si la personne travaillait le jour de l'arrêt. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. On pourra faire un accompagnement plus spécifique dans les mois qui viennent. Donc, vous indiquez le dernier jour de travail, vous indiquez éventuellement la date de la reprise si la personne a déjà repris. Sinon, on va dire l'arrêt court et sera indemnisé tant qu'il est prescrit. Et vous indiquez éventuellement, le cas échéant, les éléments liés à la subrogation. Est-ce qu'on paye les indemnités journalières à l'employeur ou est-ce qu'on les paye aux salariés? Et si on les paye à l'employeur, on les paye à l'employeur pendant combien de temps? J'en profite là que je vous ai tous sous la main pour vous rappeler qu'on ne se limite jamais à la date de fin d'arrêt, mais on indique la date la plus lointaine possible en fonction de ce qui est prévu. C'est-à-dire, si mon salarié, mon agent est en arrêt de travail pendant 1 an et demi, eh bien, moi, employeur, je demande à percevoir les indemnités journalières jusqu'à telle date. Ça peut être 1 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 3 ans. Et voilà, ça c'est et ensuite vous envoyez et c'est la moulinette DSN qui va aller reconstituer pour nous, les services de l'assurance maladie, une attestation de salaire qui se présente de la même manière que si vous l'aviez saisie sur Net Entreprise, mais les éléments liés à la rémunération sont venus se plaquer dans l'attestation en allant c'est la DSN qui est allée les rechercher dans les transmissions des mois précédents. Donc, ce n'est pas à vous de les indiquer. C'est en cela que c'est plus simple. C'est en cela aussi qu'il faut être vigilant par rapport au type de contrat que vous avez pu avoir, notamment sur certains emplois où vous pouvez être amené à embaucher des personnes avec des contrats courts, réguliers, mais avec des interruptions. Les modalités d'enregistrement dans vos DSN mensuels auront un impact sur la qualité des attestations de salaire et la qualité des données qu'on va recevoir pour pouvoir indemniser. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et le deuxième événement concernant l'assurance maladie que vous pouvez être amené à transmettre, c'est éventuellement l'attestation, le signalement de reprise anticipée. Votre salarié avait un arrêt prescrit jusqu'au 25, il se trouve que le 22, elle va beaucoup mieux, elle souhaite reprendre, eh bien, il faudra dès le 22 penser à nous faire ce signalement de reprise anticipée pour qu'on stoppe le paiement des indemnités. Voilà pour les signalements d'événements concernant l'assurance maladie. Bien sûr, au fil de votre appropriation du dispositif DSN et du calendrier que vous allez mettre en place dans vos structures pour passer au signalement d'événements, moi, je vous invite à pas attendre trop longtemps parce que d'expérience, les entreprises qui sont passées maintenant au signalement d'événements d'arrêt de travail plutôt qu'à la saisie sur Net Entreprise ne regrettent absolument pas leur choix et ils trouvent un gain à la fois en temps et en qualité des données transmises. Donc, n'hésitez pas. Et de mon côté, sur la Vendée, en tous les cas, je suis à votre disposition et mes collègues des autres CEPAM également pour vous accompagner de manière un petit peu plus dédiée. Voilà pour ça. Merci Hélène. Alors, tu remarqueras, ça a généré aussi
des précisions, des interrogations. Donc, je te laisserai en prendre connaissance. J'essaierai de répondre au fil de l'eau. Tranquillement, voilà, tout à fait. Alors, vous rappelez que, bien entendu, des contrôles sont effectués lors du dépôt de votre DSN et ces contrôles vont permettre de déterminer s'il y a des anomalies bloquantes ou non bloquantes. Donc, bloquante, bien entendu, la DSN ne peut être déposée. Donc, on vous invitera, bien entendu, à corriger immédiatement pour pouvoir régénérer l'envoi du fichier. Enfin, des contrôles, des anomalies non bloquantes. Donc là, la DSN est déposée et acceptée. Mais on vous rappelle qu'on vous invite à corriger, en tout cas, ces anomalies et pouvoir éventuellement renvoyer votre fichier, si vous le souhaitez, à l'issue donc de ces corrections. Alors, au niveau donc de la fonction publique, il y a certaines particularités. Donc, ces particularités ont été intégrées justement à la norme DSN pour tenir compte de ces spécificités. Alors, en termes de spécificité, bien entendu, on a la notion de contrat qui apparaît, la déclaration des quotités de travail qui peut y avoir entre fonctionnaires et contractuels, et la gestion éventuelle donc des détachements. Là aussi, Didier, si tu souhaites apporter des précisions sur ces spécificités, n'hésite pas. Oui, je veux bien apporter des précisions, mais quand je vois les questions qui sont en train de tomber, simplement quand on a parlé de signalement d'événements, j'ai peur. Mais non, vous inquiétez pas. Tous les éléments que vous avez aujourd'hui dans les habitudes de paye sont pris en compte au niveau de la DSN. Vous avez la chance, vous allez rentrer au 1er janvier 2022 pour la majorité d'entre vous. Pour certains, vous y êtes déjà. Mais pour la majorité d'entre vous, vous allez bénéficier de tout ce qu'on aura appris entre 2019 et 2022 pour permettre une entrée en paye la plus simple possible. Beaucoup des questions que vous posez vont trouver des réponses dans le support, dans le 3e support que l'on va vous présenter tout à l'heure, pour lequel vous pouvez télécharger les PDF, et dans les PDF, les liens sont actifs. Donc toutes les fiches consignes, tous ces éléments-là, vous allez pouvoir y accéder de façon très simple. Partez du principe que la déclaration sociale nominative ne change rien à la périodicité de paiement des cotisations, ne change rien aux méthodologies de paiement des salaires. Petit rappel simplement, la DSN s'appuie sur 2 droits, le droit social et le droit du travail. Le droit social impose certaines choses, le droit du travail peut en imposer d'autres. Par exemple, le droit du travail impose qu'en cas de rupture de contrat, vous ayez remis sans délai, c'est-à-dire le dernier jour d'activité, à votre agent, l'ensemble des documents relatifs à la fin de son contrat. C'est effectivement compliqué. De la même façon, la loi française interdit la rémunération hors du mois d'activité, c'est-à-dire que la paye décalée à M+1 ou des fois pour certains à M+2 n'est qu'une adaptation de la loi, c'est absolument pas légal. Or, la norme de la DSN s'appuie sur la loi. Donc, vous devez effectivement avoir ces éléments-là, sauf que on ne tient compte dans la DSN au niveau déclaratif des événements qu'à partir du moment où ils impactent le revenu. C'est-à-dire que quand vous avez effectivement un décalage de paye d'1 mois, la DSN, elle aussi est décalée d'1 mois puisque c'est au moment où les choses se passent. Mais, comme la DSN transfère aussi le prélèvement à la source, et que pour l'administration fiscale, l'important c'est le jour où l'argent change de main, si la paye n'est pas relative à la période de virement des salaires, c'est la période de virement des salaires qui va rentrer en ligne de compte. Donc là, je sais que je vous ai perdu. Donc, vous allez avoir effectivement tous les liens qui vont vous permettre de voir que l'on essaye de s'adapter au maximum des pratiques de paye habituelles dans la fonction publique. Je vois passer des questions, c'est un assez IRCANTEC, comment est-ce qu'on fait pour faire ces déclarations. Toutes ces réponses-là, vous allez les trouver dans les liens qui vont suivre. Et de toute façon, vous avez des interlocuteurs au niveau des centres de gestion sur votre territoire, des interlocuteurs chez les organismes de protection sociale et auprès, pour les données des fonds de retraite, auprès de la Caisse de dépôt et consignation. Donc, il n'est pas question de vous perdre ou de vous envoyer. Mais par contre, quand je vous disais que les 2 droits impactaient la déclaration sociale nominative, c'est qu'effectivement, la loi oblige à un signalement d'un arrêt de travail dans un délai de 5 jours après que vous en ayez eu connaissance. Dans le même temps, la loi impose que le salarié, le médecin, vous transmette l'arrêt de travail dans les 48 heures qui suivent l'arrêt. Et
si on s'appuie réellement sur ce qui se passe aujourd'hui, la loi impose que les transmissions soient faites le jour même, sans délai. Ce qui veut dire que les 5 jours de la DSN, c'est une plus-value par rapport à ce que vous aviez avant. Mais ce qu'on avait avant, on essayait de s'adapter au mieux. Ce qui est important, c'est de savoir, est-ce que la rémunération de votre agent est suspendue ou pas? Est-ce qu'elle va être impactée ou pas? Si oui, c'est au moment où elle est suspendue, où elle est impactée, qu'il est absolument indispensable que les organismes type sécurité sociale, ou alors quand c'est la fonction publique d'État ou la fonction publique territoriale qui gère les revenus de remplacement, qui doit être au courant de façon à ce que l'agent n'ait pas d'interruption dans ses revenus. C'est vraiment la règle de base que vous devez avoir en tête. À quel moment est-ce que le revenu de l'agent, de mon collègue, est impacté? Quand vous avez cette date-là, vous savez que c'est à ce moment-là que vous devez avoir fait effectivement les déclarations, parce que ce sont les signalements que vous transmettez dans la DSN qui déclenchent l'indemnisation de l'agent. Je pense qu'avec cette explication, c'est un tout petit peu plus clair. C'est pas complètement la loi, mais c'est vraiment une expérience pour avoir vu passer des millions de données et de fiches de paye depuis les années où la DSN est en place. Et effectivement, c'est réellement ce qui doit vous faire tilt. C'est le signal, c'est le jalon auquel vous devez, sur lequel vous devez vous appuyer pour savoir quand est-ce qu'il faut mener une action ou pas. Vraiment, dès qu'il y a interruption, diminution, modification des revenus de l'agent, la DSN, les signalements d'événements de la DSN déclenchent les revenus de remplacement, quel que soit le financeur des revenus de remplacement, que ce soit la fonction publique, que ce soit un organisme de protection de travail, de protection sociale, pardon. Vous voyez, quand je parle de trop, je finis par dire des mots à la place des autres, c'est pas bon. Merci Didier. Voilà, donc là, on a terminé la présentation, donc la deuxième présentation. On va pouvoir présenter la partie DSN et moi, c'est-à-dire les outils qui ont été mis en place avec des liens justement sur lesquels vous pourrez cliquer pour bénéficier de précisions, hein, notamment avec des fiches consignes et puis les différentes rubriques voilà, pour nous contacter si besoin. Alors, c'est vrai que ça génère beaucoup d'interrogations. On le voit à travers la zone de chat. C'est peut-être assez frustrant pour vous. On est sur un premier niveau d'information, donc pas d'inquiétude. On essaye d'être le plus clair possible, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. On n'a pas tous non plus le même niveau d'information. Mais quoi qu'il en soit, on reviendra vers vous justement pour vous apporter des précisions suite aux questions posées. Juste, alors, dernière question pour Madame Rousseau. Comment la transmission de l'arrêt de travail se fait? On a une réponse Hélène Mauduit, mais c'est évident que ce qui était en place avant la dématérialisation perdure. C'est-à-dire que multi-employeurs, il faut qu'ils soient tous informés, sauf s'il y en a un qui fait, parce que là, c'était la réponse qu'il fallait, qui était encore plus complète, c'est quand il y en a un qui déclare qui paye les cotisations pour les autres, c'est-à-dire pour tout le monde, qui finalement fait le tiers déclarant pour eux, les autres n'ont pas forcément à avoir l'information qui déclenche. Autre sujet, Passereau. Aujourd'hui, les déclarations fiscales passent par Passereau, justement, passage pour les revenus autres. Dès la première DSN, on arrête Passereau. On ne fait pas. C'est comme si ce que je vous disais tout à l'heure, vous envoyez 2 chèques. Un par Passereau et un par la DSN. Donc, il faut vraiment n'en faire qu'un de façon à ne pas voir les deux. De la même façon, quand vous faites les signalements d'événements DSN, quand ils sont possibles, c'est que nous avons les données qui nous permettent de les prendre, c'est-à-dire qu'on a assez de données mensuelles pour pouvoir rematérialiser les déclarations, donc vous n'avez pas à les refaire à côté en papier. Par contre, pour ce qui est de Pôle emploi, l'attestation Pôle emploi qui ne dépend pas du droit social, mais qui dépend du droit du travail, rend obligatoire la transmission de l'attestation rematérialisée de fin de contrat de travail. C'est obligatoire et ça n'est pas posé au sein de la DSN ou de la dématérialisation. C'est quelque chose qui est posé par le droit du travail. Donc, de toute façon, le signalement de fin de contrat part chez Pôle emploi, qui le valide, qui le remplit, qui le renvoie sur votre sur votre tableau de bord par le biais d'un compte rendu métier, de façon à ce que vous puissiez la rematérialiser, l'imprimer et la remettre aux salariés. Je vous rappelle juste, petit détail, que depuis juillet 2019, le bulletin de salaire n'est plus obligatoirement imprimé. Or, aujourd'hui, en France, tout le monde imprime les bulletins de salaire tous les mois pour les remettre aux salariés. Ce n'est plus une obligation.
voyez, il y a une différence entre les habitudes de paye et la loi. Didier, est-ce que tu peux juste, si on veut passer ensuite au support suivant, répondre à la question indiquant que il semblerait, l'éditeur d'une collectivité lui a dit que le signalement d'événements pour la fonction publique n'existait pas encore et pas avant plusieurs années. Ça arrange peut-être l'éditeur. Mais non, mais c'est pas. Mais non, mais c'est des bonnes questions. Le système DSN rend obligatoire la transmission de tous les signalements d'événements au 1er janvier 2023 pour toutes les populations, y compris les marins, y compris les intermittents du spectacle, y compris les agents de la fonction publique. Donc dès aujourd'hui, ceux qui le souhaitent peuvent transmettre des signalements d'événements à l'intérieur de la DSN. Mais comme ce n'est pas une obligation, certains éditeurs ne l'ont pas prévu, ne l'ont pas installé, et effectivement ne l'installeront que plus tard. Donc dans plusieurs années, oui, il n'a pas tort, c'est obligatoire au 1er janvier 2023, c'est-à-dire qu'il vous reste à peine 1 an et demi pour y passer obligatoirement. Maintenant, quand vous allez voir comment se présente un signalement d'événement d'arrêt de travail par rapport à la DSIJ que vous faites à côté à la main et que vous devez remplir et aller rechercher les salaires et les machins, vous allez vite comprendre que c'est vraiment intéressant de passer par le signalement d'événements en DSN. Mais cependant, il y a 2 conditions. La première, effectivement, que votre éditeur l'ait prévu, l'installe dans le paramétrage, et certains ont trouvé que c'était un peu compliqué, donc ils ne le faisaient pas puisqu'on ne leur avait pas tapé dessus avec la loi en disant que c'est obligatoire. Et la seconde, c'est qu'il y ait suffisamment de transmission de données mensuelles, donc du flux mensuel de DSN, pour pouvoir se substituer à la DSIJ. Donc voilà, je rigolais au début parce que je suis désolé, hein, c'est une question qui revient régulièrement sur le sujet. L'éditeur n'a pas tort en disant c'est pas obligatoire aujourd'hui. Il est un petit peu bidon quand il vous dit ça sera que dans quelques années parce qu'il joue sur les mots. Maintenant, plus tôt vous basculerez sur une DSN complète et avec effectivement ces modalités, même avant même qu'elles ne soient obligatoires, plutôt vous serez déchargé. Et je vous dis, c'est le signalement, alors je le dénonce, hein, Hélène, je te grille tout de suite, le signalement d'arrêt de travail qui remplace les DSIJ, c'est le SIRET concerné, le NIR concerné, la date de début de l'arrêt et la date prévisible de fin d'arrêt. 4 données. Vous transmettez ça et on retransfère une DSIJ parce que vous avez fait assez de DSN auparavant. Donc bien évidemment, quand vous avez en tête ce que vous devez faire pour remplir une DSIJ, vous êtes en train de vous dire ouais, il faudrait peut-être qu'on y passe rapidement. Ben voilà, il faut y passer rapidement. Certains éditeurs ne sont pas prêts, certains éditeurs pensent qu'il est plus utile de vous faire basculer sur la nouvelle norme, c'est-à-dire Neodes, exclusivement pour les flux mensuels. Voilà, c'est une négociation à faire avec eux. Quand ils vous disent ça, non, ça n'est pas. Le texte dit que ça n'est pas attendu avant le 1er janvier 2023. Mais ça veut dire que ça sera obligatoire au 1er janvier 2023. Et le J'ai vu signalement une autre d'arrêt question. Concerne-t-il également les agents de la CNRACL? Puisqu'actuellement, ils ne font pas dans les… Non, mais non, on conserve les mêmes conditions que celles qui sont en place aujourd'hui. On dématérialise et on simplifie le transfert d'informations dans certains cas. Certaines particularités vont rester en place pendant quelques temps. D'autres sont appelées à rester entièrement, comme j'ai vu qu'il y avait une question pour le RAF. Effectivement, il y a des questions qui sont posées dessus. Certaines déclarations bilatérales qui emportent des données autres que les éléments de paye, donc qui ne peuvent pas être substituées par la DSN, dans un premier temps ne seront pas substituées par la DSN. Et puis j'en avais vu une autre, oui, la fin de contrat de travail unique, le FCTU démarre en ce moment dans son intégration dans la déclaration sociale nominative à partir du 1er janvier 2022. On ne fera plus que du fin de contrat de travail unique, quelle que soit la situation du salarié. On va remplacer le FCT, le fin de contrat de travail aujourd'hui, le signalement de fin de contrat aujourd'hui, l'attestation d'ailleurs que vous faites aujourd'hui à côté, même en dématérialisé, sera supprimée. Merci pour toutes ces précisions, puisque en effet, ça génère un certain nombre d'interrogations.
Donc, la DSN et moi, donc la page du site Net Entreprise, hein, vous pourrez remarquer qu'elle a été entièrement revue et vous avez la possibilité de cliquer sur un onglet, en tout cas, dédié à la fonction publique. Hein. Donc, là aussi, hein, le lien fonctionne et vous pourrez y accéder directement. Donc, cette page regroupe justement toutes les informations essentielles, notamment avec le vocabulaire adapté à votre secteur, hein, le secteur public, et la base de connaissances hein, qui centralise toutes les fiches consignes qui sont actualisées régulièrement, donc les fiches consignes relatives à la DSN. Donc on retrouve, hein, c'est mentionné, une quarantaine aujourd'hui de fiches spécifiques à la fonction publique. Alors, il y avait certaines personnes qui avaient des difficultés d'accès hein, sur Net Entreprise. Donc là aussi, n'hésitez pas à revenir vers nous. Hein. On a aujourd'hui des experts hein, justement dans l'assistance qui pourront éventuellement résoudre les problématiques que vous rencontrez aujourd'hui. Alors là aussi, un lien qui vous permettra d'accéder au guide de démarrage spécifique de la fonction publique. Donc, qui reprend de manière détaillée hein, la présentation d'aujourd'hui, donc les grands principes de la DSN, les étapes pour un bon démarrage. Donc là, on vous rappelle hein, que, bien entendu, un paramétrage du logiciel est impératif, une fiabilisation de toutes les informations qui sont aujourd'hui issues de votre logiciel de paie, qui seront transmises à travers ce fichier mensuel, et des éléments donc d'accompagnement sont également mis à votre disposition. D'autres supports, donc un PowerPoint dit sensibilisation, qui reprend aussi une grande partie hein, des informations qui vous ont été présentées aujourd'hui, mais de façon, on va dire, plus détaillée. Et puis, vous pouvez par ailleurs accéder à d'autres webinaires, notamment au replay, qui sont proposés dans d'autres régions hein, sur la même thématique. Des MOOC dédiés à la fonction publique, hein, là aussi, dont Didier a fait référence tout à l'heure. Ce sont tout simplement des outils hein, d'apprentissage, d'e-learning, pour pouvoir mieux appréhender en tout cas la mise en place de la DSN au sein de vos structures. Alors, tout à l'heure, on a déjà pu l'évoquer, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de particularités, notamment au niveau des termes que nous pouvons utiliser, qui répondent aujourd'hui à la norme DSN, mais qui sont utilisés dans le secteur privé. Donc, un salarié désigne, voilà, dans la fonction publique, un agent public. Une entreprise ou un tiers déclarant, forcément, dans les structures que vous représentez aujourd'hui, s'entendent comme une administration ou un organisme public. Le salaire correspond chez vous à un traitement. Et enfin, le contrat désigne au sein de vos structures la relation qui peut exister entre l'employeur et l'agent. Mais c'est vrai qu'il y a un petit temps d'adaptation nécessaire. Donc là, à travers encore un petit schéma, le cercle vertueux de la DSN, voilà, qui reprend justement de façon chronologique toutes les étapes à respecter. Donc déterminer les SIRET qui seront déclarées. Donc Didier a pu vous apporter quelques précisions à ce sujet. Contrôler les SIRET déclarées et les lieux de travail. Vérifier tous les numéros justement de sécurité sociale de vos individus, donc extrêmement important puisque forcément derrière ça va générer une anomalie bloquante si toutefois il y a une erreur de saisie. Contrôler vos fichiers avec des outils mis à votre disposition, donc on a parlé notamment tout à l'heure hein, de DSN Val. Et enfin, consulter impérativement les comptes rendus métiers qui sont mis à votre disposition. À travers toutes ces étapes, on vous demandera par ailleurs hein, d'informer tous les collaborateurs, les salariés, de cette nouvelle procédure en termes de déclaration et les informer que des outils sont eux aussi mis à leur disposition pour pouvoir consulter les informations qui sont transmises à leur sujet. Didier, n'hésite pas, si tu souhaites apporter là aussi des informations utiles au public. Oui, c'est juste basé sur les expériences de paye antécédentes. Quand on met, par exemple, informer les salariés
ils doivent être informés à n'importe quel moment, que vous soyez en train de faire le contrôle du SIRET, du NIR ou du fichier, ou de tester votre fichier. On vous l'a mis juste en dessous la vérification des NIR parce que l'information des salariés peut être l'occasion, justement, quand vous avez pour certains des NIR qui ne sont pas certifiés, c'est-à-dire qu'il y a une différence sur le nom, sur le prénom, sur l'orthographe du prénom. J'ai fait l'erreur d'appeler ma fille Maïlis et généralement on met un E à la place du Y. Donc elle aura ce genre de souci-là parfois, peut-être pas au niveau de la Sécu, mais dans d'autres cas c'est sûr. C'est l'occasion, en les informant, de demander à ceux pour lesquels il y a un doute sur une donnée ou sur lesquels il y a une différence de données enregistrées avec le SNGI, c'est le système général d'identification des salariés. Si, je me trompe peut-être dans l'acronyme, mais je crois que c'est ça. S'il y a une erreur, une différence qui est détectée, vous pouvez profiter de l'information des salariés pour mettre à jour les fiches de vos salariés et donc récupérer les éléments qui sont donnés dedans. Donc c'est vraiment, quand on parle de ce cercle, c'est qu'on a pu vérifier que quand on respectait cet ordre-là, on était effectivement dans une capacité à faire les choses le plus simplement possible. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de vérifier votre fichier si effectivement vous n'avez pas vérifié que vous aviez des NIR certifiés. Et quand on parle de DSNF-POC, c'est un système qui permet d'interroger des contrats spécifiques. À terme, par exemple, aujourd'hui c'est pas le cas, mais demain à terme, pourquoi pas, les contrats préfonds ou des choses comme ça pourront être interrogés par ce système qui consiste à aller voir par un numéro de contrat et par le NIR la situation précise du salarié de façon à ce qu'elle soit, enfin de l'agent, pardon. On va parler de salariés, à partir du moment où on a ces éléments qui sont donnés. Là, et je réponds, j'en profite puisqu'on parlait de l'information des salariés pour répondre à Madame Laura sur le support d'information sur les agents. La CDC, la CNRACL, la DGAFP, la DGOS et la DGCL pour les collectivités locales ont toutes sur leur site, et vous allez le découvrir avec beaucoup de plaisir, vous allez découvrir qu'on vous a mis les liens pour aller sur ces sites, et pour chacun d'entre eux, pour les spécificités de leur entre guillemets de leurs prestations, c'est pas très gentil, mais des droits et des cotisations qu'ils gèrent, vous avez effectivement la possibilité de récupérer toute une série de documents, dont ces fameuses petits leaflets de présentation pour les agents de la fonction publique. Et Hélène va se faire un plaisir de vous répondre sur la certification du NIR, à l'endroit où il faut le faire, et auprès de qui il faut le faire effectivement. C'est à l'agent de le faire auprès de nos services. Vous avez une garantie de certification de NIR sur présentation d'une attestation de droit vital. Alors, sur le compte Amélie de préférence, j'en profite. Mais effectivement, c'est à l'agent de le faire. Petite exception, mais vous ne serez certainement pas concerné, mais pour l'embauche de travailleurs étrangers. L'employeur peut faire des démarches pour les accompagner. Mais sinon, c'est à la personne de le faire. Les NIR non certifiés, à moins que je me trompe, doivent être relativement rares. Ils existent peut-être pour des personnes récemment immatriculées à titre personnel, même si le numéro de sécurité sociale étant attribué dès la naissance, ça ne devrait pas arriver. Donc, c'est à l'agent de faire les démarches. Alors, on a dans le cas des NIR certifiés, j'ai vu qu'avec beaucoup de plaisir, qu'une de nos auditrices s'appelait Maëlys aussi. L'exemple type, c'est par exemple quelqu'un dont le prénom est mal orthographié dans la fiche de l'employeur et diffère de ce qui est retenu au niveau du système d'identification nationale. Et du coup, on a un doute. Ça ne veut pas dire que les droits ne sont pas enregistrés au nom de la bonne personne. Ça ne veut pas dire que la DSN est refusée. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas le gérer. Ça veut dire qu'il y a un doute et qu'on demande effectivement d'avoir une confirmation que ce doute est levé. Donc et l'autre règle de base, donc je vous parlais tout à l'heure, la règle de base qui était le moment où l'argent était versé, où le salaire, la paye était faite. L'autre élément de base, c'est tout ce qui concerne l'individu à titre personnel ne passe jamais par l'employeur. Ça passe toujours par l'agent. Que ça soit la certification du NIR, que ça soit la vérification de son pass, que ça soit la négociation du taux de prélèvement à la source ou d'autres, c'est la relation par exemple avec la DGFiP
et avec l'administration fiscale relève exclusivement de l'individu et sûrement pas de l'employeur, qui n'a pas à connaître d'ailleurs cette situation particulière. Il n'a juste à appliquer les taux qu'on lui transmet ou à vérifier le NIR est fait. Donc, l'autre règle de base, c'est tout ce qui est données personnelles relatives à l'individu. Les modifications, les inscriptions relèvent réellement exclusivement de l'individu. Et Madame Vardanega, pardon, excusez-moi, j'ai hésité sur votre nom, qui pose une question sur les artistes étrangers intermittents. Si c'est votre activité constante, vous avez effectivement logique à les passer en DSN, et donc là, il y a besoin des NIR, et puisque vous n'en avez pas, il va falloir fabriquer des numéros techniques temporaires. Le numéro technique temporaire se fabrique selon une norme bien précise, avec le code sexe, ensuite les éléments du SIRAN, et ensuite une clé d'individualisation qui sera pour certains, et qui fait que quand on aura un NIR ou quand on aura correctement identifié la personne, on pourra le mettre en place. Si ce n'est pas votre activité générale, vous passez aujourd'hui par le GUSO, vous devez passer aujourd'hui par le GUSO, et les éléments relatifs au GUSO et aux autres guichets uniques comme le TZ ou d'autres que vous pouvez déjà avoir croisés, soit à titre individuel, soit dans vos activités. La DSN ne remplace pas ces guichets uniques, vous continuez à avoir affaire à eux directement. Merci Didier pour ces précisions. Alors là, à travers ces slides, en fait, vous retrouverez les étapes de l'entrée en DSN. Donc, tout simplement les bonnes pratiques. Chronologiquement, on vous rappelle qu'il faut déterminer les SIRET qui seront déclarées, contrôler ces SIRET par rapport au lieu de travail. Donc, vous avez des fiches consignes qui sont dédiées sur cette thématique. Vérifier les NIR de vos individus. Donc, là aussi, Hélène a pu vous rappeler quelques réflexes éventuellement à adopter. Contrôlez votre fichier avec des outils tels que DSN-Val qui sont mis à votre disposition. Et on vous rappelle toujours l'importance de consulter les comptes rendus métiers justement pour apporter des corrections aux anomalies éventuelles que vous pouvez rencontrer, les anomalies bloquantes ou non bloquantes. Alors, par rapport au calendrier de la DSN, tout à l'heure, ça a généré encore un certain nombre d'interrogations sur ces dates butoirs. Il s'agit bien le 5 du mois M+1 pour les établissements de plus de 50 salariés, employés, agents, et le 15 du mois pour les autres. Voilà, c'est cette notion, en fait, cette différenciation par rapport aux dates évoquées tout à l'heure, le 5 ou le 15. Alors, possibilité justement avant l'échéance, donc les dépôts sont autorisés jusqu'à 1 mois à l'avance. Et vous avez aussi la possibilité de modifier via une déclaration annule et remplace si toutefois vous constatez en effet des anomalies. Après l'échéance, dans ce cadre, eh bien, vous avez l'impossibilité d'effectuer une déclaration annule et remplace puisqu'on a déjà extrait les données que vous nous avez adressées. Par contre, vous avez la possibilité de générer des corrections avec des blocs régularisation. Toute déclaration initiale donc est considérée comme tardive si toutefois vous la générez, vous la déposez après l'échéance autorisée. Alors, s'il y a des erreurs, donc selon le type d'anomalie, donc des contrôles peuvent se déclencher lors du dépôt. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, un contrôle bloquant. La DSN ne peut être déposée, donc des corrections sont nécessaires avant de renouveler l'opération. Ou des contrôles non bloquants. Donc, Didier vous l'a illustré à travers quelques exemples. La DSN déposée est acceptée, mais il y a en effet des notifications d'erreurs. On vous invitera à vérifier les informations, à modifier, et vous avez la possibilité donc de redéposer votre DSN, donc annule et remplace, avant la veille de l'échéance, à minuit, uniquement dans ce cadre. Alors, je consulte en même temps quelques interrogations, notamment l'archivage de la DSN.
par rapport à la durée de stockage, j'imagine, une question de Chantal Chosal. Didier, par rapport aux informations qui sont aujourd'hui stockées, est-ce que tu as des précisions à apporter? Oui, il est précisé au moment où vous vous inscrivez à la DSN que l'archivage relève du déclarant et que la DSN reste en archivage sur Net Entreprise sur un délai de 3 mois. Au-delà de 3 mois, on n'a plus accès à la DSN. On peut retrouver des flux par les numéros d'enregistrement dont Virginie allait vous parler, puisque c'est le sujet de la slide, avec ce numéro d'accusé d'enregistrement électronique. Ben voilà, tu fais très bien le… Mais non, mais en même temps, j'étais en train de me dire, mais pourquoi est-ce que la question vient là, au moment où on est en train d'en parler? Et voilà. Ça commençait à chanter au niveau de mon cerveau, là, qui est déjà pas très efficace, mais quand même. Donc oui, on archive techniquement 3 mois. Vous devez conserver effectivement les fichiers que vous nous transmettez. Ils sont normalement automatiquement archivés par votre logiciel. Par contre, on peut retrouver des données, on peut retrouver des périodes, on peut retrouver des justifient du bon transfert, de la bonne qualité des données, avec justement les références de l'accusé d'enregistrement électronique. À chaque fois que vous allez venir vers nous, là je parle au niveau du GIP, mais c'est vrai aussi au niveau des organismes, vous allez avoir, et je vous invite à l'utiliser sur Net Entreprise, sur l'accueil de l'aide Net Entreprise, il y a un petit formulaire dans lequel on vous demande une série de données. Par exemple, nous demander des nouvelles d'une déclaration alors que vous ne précisez pas votre NIR, c'est absolument impossible de travailler avec. Si effectivement vous donnez soit pas la période, soit pas l'accusé, enfin voilà, il y a toute une série de données dont on a besoin pour pouvoir le régler, parce qu'on peut le faire. Mais techniquement, physiquement, l'archivage est de 3 mois sur Net Entreprise, et normalement, c'est votre logiciel de paye qui organise l'archivage sur site ou ailleurs, suivant le système que vous avez choisi. Bon, merci Didier. Justement, donc, en effet, on vous rappelle que lors du dépôt, en tout cas de votre DSN, vous avez en effet cet accusé de réception, donc qui prouve que vous avez déposé en temps et en heure, voilà, votre fichier. Vous pouvez avoir un avis de rejet. Donc là, on évoque les anomalies bloquantes. Donc, on vous invitera en effet à modifier voilà, les anomalies, régénérer le fichier pour pouvoir bénéficier d'un accusé de réception correct. Enfin, en ce qui concerne le certificat de conformité dédié, je vais te laisser apporter des précisions, s'il te plaît, puisque en effet, on évoque qu'il est nécessaire pour certains organismes destinataires. Oui, en réalité, le certificat de conformité, c'est le résultat de toute une série de contrôles automatisés à l'intérieur du système de lecture du flux qui arrive. On vérifie effectivement que là où on attend des chiffres, on a bien des chiffres, là où on attend des lettres, on a bien des lettres, mais on va plus loin. On vérifie par exemple que quand on a un nombre de salariés j'ai une bêtise, allez, 100 salariés, 100 agents, et qu'on a une masse salariale complète quand on additionne tous les revenus, le revenu mensuel qui a été versé en totalité correspond à 4 000 € pour 100 individus, on se dit que non, effectivement, aucun n'a touché 40 € pour le mois. Donc voilà, il y a toute une série de tests qui sont faits et qui nous permettent de vérifier qu'on est bien en conformité avec ce qui était attendu et non pas avec ce qui est mis. Et il y a un élément sur l'avis de rejet dont on parle très rarement et que je porte à votre connaissance. L'avis de rejet ne veut pas dire que c'est une erreur qui vient de chez vous. Ça veut dire simplement que le flux que l'on vient de recevoir peut éventuellement avoir été corrompu aussi, par exemple par une micro-coupure électrique, par une version du logiciel non adaptée, par une version de la norme non adaptée. Ce n'est pas forcément de votre cas, et quelquefois il suffit de repasser la DSN, de la relancer, pour qu'elle soit acceptée. L'avis de rejet, c'est vraiment ce qui est dit, on ne sait pas, on comprend pas ce que vous nous envoyez, il y a un risque sur ce que vous nous envoyez. Le certificat de conformité, c'est on a bien reçu, on sait le lire, et il y a tout ce qu'on avait besoin dedans. Ça ne dit pas si c'est juste, ça ne dit pas si c'est, j'allais dire, si c'est en erreur ou pas. Ça dit juste qu'on a tout ce dont on a besoin, tout ce dont
tous ceux qui bénéficient des données de la DSN ont besoin. S'il manque certaines données, s'il y a certaines erreurs et tout, c'est à ce moment-là que le certificat de conformité n'est pas délivré et qu'on vous dit attention, attention, on ne peut pas transmettre à tel organisme tel élément. J'ai vu tout à l'heure la question qui disait comment ça passe. Non, le certificat de conformité, vous n'avez pas besoin de le conserver, parce qu'en réalité, à partir du moment où la DSN est enregistrée, on part du principe qu'elle est bonne. Et c'est dans les comptes rendus métiers que l'on peut vous poser des questions en vous disant il y a ça qui nous pose question, il y a ça qui nous pose problème. Certificat de conformité, c'est simplement ce qui vous lève entre l'accusé d'enregistrement électronique et le certificat de conformité. Ce sont les deux éléments qui lèvent l'obligation légale de déclaration qui vous est faite tous les mois. Donc, ça vous permet effectivement de justifier. Moi, j'ai fait tout ce que je pouvais. Je l'ai fait dans des bonnes conditions. Je l'ai fait correctement. Et du coup, je veux bien. Je ne veux pas dire que j'ai pas fait les choses comme il faut. Donc, c'est pas à conserver longtemps. C'est effectivement à conserver. Bon, à mon avis, j'aurais tendance à vous dire conserver ces éléments-là sur une année. Ça vous permet effectivement d'avoir 12 mois glissants, puisque dans la DSN, on ne parle plus de déclaration annuelle. On parle de 12 DSN mensuelles consécutives. Ce qui peut aller, si vous êtes par exemple sur un plan de paye de la comptabilité américaine, qui peut aller d'octobre à septembre sans aucun problème, c'est pas forcément de décembre à janvier. Mais du coup, c'est vraiment important. Certains logiciels reçoivent les comptes rendus métiers, les avis de rejet ou les accusés d'enregistrement électronique automatiquement dans le logiciel et ça remonte sur votre tableau de bord. Dans d'autres, ça vous met juste qu'il y a une anomalie et vous devez aller consulter sur Net Entreprise votre tableau de bord pour savoir quelle est l'anomalie qui a été enregistrée. Voilà, c'est ce que je pouvais dire, Virginie, sur les certificats de conformité. Merci. Alors, depuis janvier 2020, la DSN remplace quoi, en fait, concrètement au niveau de la fonction publique, hein. On vous rappelle qu'elle remplace notamment la DADS-UL pour les cotisations retraite, hein, donc envoyées aux 3 fonds gérés, donc qui sont référencés. La déclaration unifiée des cotisations sociales, hein, voilà, la DUX au niveau de l'URSSAF. Les informations relatives au prélèvement à la source, donc via Passero. Le remplacement éventuel de la déclaration vers les OC pour les déclarants qui le peuvent et le souhaitent. Attention, la DADSU et la DUX disparaîtront définitivement, donc ça, on tient à vous le rappeler, dès que les obligations d'entrée des fonctions publiques en DSN seront passées. Voilà, ces services n'existeront plus. Alors, si vous avez des questions justement sur ces déclarations, vous retrouvez dans le petit cadre orangé les liens qui vous permettront d'accéder aux précisions nécessaires. Enfin, les derniers conseils, voilà, avant de clôturer donc cette présentation. Bien entendu, la première étape, on vous invite à vous rapprocher de votre éditeur si ce n'est pas encore fait. Pour pouvoir procéder au paramétrage et au déploiement justement de votre logiciel éventuellement, pour être accompagné dans la démarche, hein, pour pouvoir fiabiliser toutes ces informations, faire tout simplement une remise à niveau de tous ces éléments et puis de bénéficier éventuellement par des formations proposées par le prestataire. Utiliser l'environnement test, hein. Donc il y avait des questions tout à l'heure à ce sujet. Vous avez toujours la possibilité de déposer des flux DSN et de vérifier justement la qualité de ces fichiers et d'apporter les corrections nécessaires. Et tant qu'on est en mode test, hein, soyez rassurés, les données ne sont pas prises en compte. Et enfin, si vous avez des questions et vous ne trouvez pas réponse, eh bien vous pouvez nous contacter. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir qui fait quoi, hein, mais auquel cas, si on n'a pas, si l'organisme auquel vous rapprochez ou l'interlocuteur n'a pas la réponse, vous réorientera en tout cas directement. Mais voilà, soyez encore une fois rassurés, il y a un certain nombre d'outils, de fiches consignes, de pages spécifiques qui ont été développées, qui sont actualisées. On renouvellera l'expérience, bien entendu, de ce webinaire avec une date au mois de mai et une date au mois de septembre pour vous accompagner dans la démarche. Et j'imagine que d'ici là, en fait, vous aurez déjà contacté peut-être votre éditeur et puis avancé en tout cas dans la démarche.
et vous aurez peut-être d'autres questions qui viendront. Donc, on se tiendra toujours prêt, voilà, avec Didier pour pouvoir vous accompagner dans la démarche. Moi, je voulais juste répondre aux 3 dernières questions qui ont été posées. Où est-ce qu'on retrouve ce PowerPoint? Normalement, vous avez un petit nuage en haut à droite qui vous permet de le télécharger, de les télécharger. Le lien qui vous a servi à accéder, qui va vous permettre d'accéder au replay. Donc, allez, je vais ouvrir mes caméras comme ça. Dans le replay, vous aurez à nouveau ma moche tête en fin de replay. C'est assez amusant. Mais non, mais Virginie, tu peux pas, quand je parle de moche tête, tu peux pas ouvrir la tienne et Hélène non plus. Bah voilà. On va, voilà. S'il y a des micro-coupures, là, voilà, c'est moins gênant, mais c'est vrai que fallait se concentrer au départ sur les informations. Oui, vous avez la possibilité donc de les télécharger. S'il y avait besoin, on peut vous les retourner et vous en envoyer sans aucun problème. On n'est pas un organisme de formation, donc on ne peut pas faire d'attestation de présence avec une valeur de formation. Maintenant, si vous avez besoin de quoi que ce soit qui justifie le fait que vous étiez avec nous et que vous avez assisté à la présentation, on pourra le faire bien évidemment. D'autant plus qu'on peut voir sur le replay si vous avez été connecté, donc il n'y a aucun souci, mais je ne sais pas quelle forme ça pourrait prendre. On n'a pas l'habitude de ce genre de transmission d'éléments. Les prochaines séances dont vous parlez, Virginie, seront des montées en puissance, puisqu'au mois de mai, on va vous parler des spécificités. Beaucoup de questions qui ont été posées aujourd'hui vont nous servir à bâtir les supports qu'on va vous présenter en mai, parce qu'on va y répondre. Comment est-ce que effectivement sont déclarés les détachés à l'intérieur de... Ah donc oui, pardon, donc vous vouliez les 3. On va trouver moyen de vous mettre les 3. Je pense que dans le replay, on peut télécharger les 3. Sinon, vous les mettre à disposition. On va trouver un endroit où vous les mettre à disposition, pardon, pour le faire. Donc, et en mois de septembre, ce sera vraiment quelque chose qui sera basé sur je suis en route pour faire ma première DSN officielle au mois de janvier 2022, comme la loi me l'y oblige. Maintenant, je fais des DSN de test. Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je me connecte à cette partie-là? Comment est-ce que je fais évoluer telle et telle déclaration? On ira dans des questions beaucoup plus précises, effectivement. Comment est-ce que je fais les déclarations des élus? Comment est-ce que je fais avec quelle différence je fais entre mes agents qui font le même poste dans plusieurs communes, enfin plusieurs employeurs, donc pas forcément plusieurs communes, mais plusieurs sirettes, ou alors qui font des postes différents dans un seul sirette, ou alors qui font des postes différents dans plusieurs sirettes. Tous ces éléments-là, on va les déployer au fur et à mesure. Aujourd'hui, c'était vraiment pour vous amener sur le terrain de la DSN. Et oui, on va répondre à toutes les questions, tout ce qui a été posé, on va mettre les réponses et on les mettra à disposition. On a la possibilité d'envoyer un mail à l'ensemble des participants d'un webinaire. On va tester les choses. On apprend nous aussi à utiliser cet outil. La nous oblige à venir sur les outils nouveaux. Mais on va trouver moyen de ne pas vous laisser perdus. En plus, je pense que Virginie, tu peux donner l'adresse de la boîte mail de la région s'il y avait une question spécifique. Oui, alors je la connais pas par cœur. On ne peut pas. Alors je vais la donner. Moi, je voulais pas faire le gars qui monopolisait tout. On ne peut pas vous accompagner en paramétrage de vos logiciels, chacun d'entre vous. Par contre, l'engagement que l'on peut prendre, c'est de ne laisser personne tout seul en face de difficultés. On essaiera de trouver des solutions, quitte à vous renvoyer sur les bons interlocuteurs, quitte à prendre en charge certains cas particuliers, parce qu'il n'est pas question que vous restiez tout seul en face d'une difficulté. Mais malheureusement, on n'aura pas, nous, les moyens de remplir les obligations que devraient avoir vos éditeurs de logiciels ou les intégrateurs qui vous aident, c'est-à-dire de mettre les bonnes conditions pour que votre DSN démarre correctement. Donc, on vous renverra puisqu'on a vos adresses mail. Alors, je suis embêté parce qu'il y a une personne qui demandait, qui posait une question et qui ne s'est pas inscrite. Je remonte dans la page, excusez-moi, et la personne va savoir tout de suite, qui s'est inscrit avec une adresse bidon. Voilà, GSC du pays de Rest, votre prénom. Si vous avez une adresse mail qui permet d'envoyer des choses, on pourra vous les retourner, madame ou monsieur.
Mais si l'adresse mail elle est un peu bidon comme la déclaration qui est faite de votre nom pour l'identification, on ne pourra pas le faire. Donc je vous invite à nous refaire un mail à côté avec les bonnes coordonnées pour qu'on puisse vous répondre. Ce serait dommage qu'on ne puisse pas satisfaire votre demande, c'est tout à fait légitime. Au niveau des dates des prochains webinaires, il me semble important de vous les rappeler. Alors, il y aura forcément de la communication, vous recevrez des invitations. On communique au niveau de l'URSSAF aussi sur les réseaux sociaux. Le prochain webinaire aura lieu le mardi 25 mai à 10 h. Voilà, pour les collectivités. Et le suivant aura lieu le vendredi 17 septembre à 10 h. Donc là, ce sont bien les webinaires proposés pour la région Pays de la Loire. Toujours voilà, en partenariat avec Net Entreprise, JPMDS. Et vous aurez aussi un interlocuteur de la Caisse primaire d'assurance maladie sur chacun des 2 webinaires. Alors moi, je suis en train de taper l'adresse dans les questions. Ah, super, merci. C'est vrai que vous avez été très nombreux en tout cas et on vous remercie à pouvoir répondre à cette invitation. Alors, je sais que c'est frustrant, on ne peut pas répondre à toutes les questions à l'oral, hein, mais encore une fois, on va s'attacher à pouvoir apporter un maximum de précision et à générer les réponses pour en faire bénéficier l'ensemble des participants. Un grand merci aussi pour… vous avez été très actifs hein, dans la zone de chat, donc c'est toujours intéressant. Moi, je remercie personnellement Hélène hein, de la Caisse primaire qui nous a accompagnés aujourd'hui et Didier hein, du JPMDS. Alors, le JPMDS voilà, organise hein, les rencontres extra de la protection sociale et vous avez ce type de webinaire proposé dans toutes les régions. Donc, n'hésitez pas, hein, vous pouvez consulter les replays de l'ensemble des webinaires proposés. Vous avez encore une fois une page dédiée sur le site Net Entreprise. Donc, je vous invite vivement aussi à la consulter si vous le souhaitez pour pouvoir apporter des précisions s'il y a encore des zones d'ombre. Voilà. On a une petite précision qui est portée par Sophie Caillot qui travaille au JPMDS avec moi, qui vient de m'envoyer le message en disant peut-être devrait-on fusionner les 3 présentations en une seule pour que vous les envoyiez. Et évidemment, c'est ce qu'on va faire. Comme quoi, on n'est pas à l'abri des bonnes idées. On n'a pas pensé au système avant, mais oui, on va faire ça. Et la seconde, c'était une réponse à Mme Violas. Vous avez posé une question en disant qu'il y avait une différence entre ce qui se faisait avec la DSN et qu'il y avait des notifications d'impayés de l'URSSAF, que vous n'avez pas encore reçu de réponse. Bien évidemment, comme ça va apparaître dans les questions, on va se pencher sur le cas. Il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas de réponse, sauf si effectivement, il n'y a pas moyen de vous rejoindre peut-être par le premier envoi qui a été fait. Mais on va vous porter des réponses et du suivi. Il n'est pas question que vous restiez… avec ce sentiment, ça serait bien la première fois, effectivement, qu'on rencontre ce type de problème avec l'URSSAF qui ne répond pas quand il s'agit de récupérer sous. Voilà, c'était ma petite blague de fin de présentation. Merci, mais non, Didier. Mais en réalité, c'est vraiment… non, il faut pas que ça soit en place. Là, c'est janvier 2021, on est tous plus ou moins sous pression par rapport à ce passage et en préparation de 2022. Donc, on peut avoir, de la même façon qu'on comprend que vous puissiez avoir des difficultés, je sais que vous allez comprendre qu'on puisse en avoir, mais le fait d'avoir posé votre question dans le chat, je voulais vous en rassurer, va faire qu'il va y avoir un suivi de votre sujet et qu'on va le prendre en compte et revenir vers vous rapidement. J'ai mis l'adresse, donc, Pays de la Loire. Ceux qui ont besoin d'une attestation à ce moment-là, envoyez-nous un mail sur cette adresse-là pour qu'on puisse savoir à qui les retourner. On va voir quelle forme ça va prendre et on va vous l'envoyer. Et puis, on mettra à disposition le support comme l'a proposé ma collègue sous la forme d'un seul, comme ça vous pourrez en PDF, vous pourrez le récupérer d'un seul élément. Pas d'inquiétude aussi par rapport aux dates hein, sur les prochains webinaires. Encore une fois, le 25 mai et le 17 septembre. Si vous n'êtes pas disponible à ces dates, moi je vous inviterai tout de même à vous inscrire et vous pourrez toujours consulter bien entendu le replay. Alors il est toujours mieux de participer en effet en live hein, pour pouvoir éventuellement poser vos questions. Mais voilà, si vous n'avez vraiment pas la possibilité de vous rendre disponible, il y aura toujours le moyen de consulter le replay et consulter les questions-réponses. Voilà, un grand merci encore une fois pour votre participation. Je clôturerai par un dernier petit mot. Continuez à prendre soin de vous surtout. Et puis, on est encore une fois à votre disposition, hein, comme l'a souligné très justement Didier. Derrière nos organismes, eh bien, il y a des êtres humains. C'est important de pouvoir humaniser en tout cas cette présentation
et puis de la rendre la plus vivante possible. Donc, encore une fois, merci à tous pour votre participation. Merci à Didier et Hélène également, et je vous souhaite une agréable journée. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée, merci, au revoir.